nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un coup de feu et une balle de 6,35, ça fait un trou, au moins dans un costume. Un coup de feu qui ne vous est pas destiné, un coup de feu faisant suite à un coup de fil qui ne vous était pas plus destiné. Coup de fil du destin. À quoi ça tient la vie? Un tas de mensonges et d'affreux doutes. Qui est Irène? Qui est Claire? La réponse était donnée dans Faits divers, le 3 mai 1955 sur la chaîne parisienne. L'aventure est à nouveau au bout du fil dans Les Nuits de France Culture. À tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal, surtout pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard. Vous pourrez entendre ce soir L'aventure est au bout du fil, une nouvelle radiophonique de Jacques-Daniel Normand, et Le petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure, avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Tout le monde, je pense, est d'accord pour reconnaître que la jalousie est un bien vilain défaut. C'est pis qu'un défaut, c'est une maladie. Une vraie maladie, susceptible d'empoisonner littéralement la vie du jaloux. Et surtout, bien entendu, la vie des personnes de son entourage. Pourtant, tout le monde sera d'accord aussi, je pense, et principalement toutes les dames, pour reconnaître qu'un mari qui n'éprouverait à aucun moment la moindre sorte de sentiment de jalousie au sujet de sa femme serait un bien triste mari. Conclusion, la jalousie est à la fois la pire et la meilleure des choses, comme la langue. Le tout est de n'en pas abuser, un peu n'en faut, mais trop est trop. Aussi, ne suivez pas, mesdames, l'exemple de cette dame de Pontarlier, dont l'aventure, publiée dans France Soir le 4 février 1955, nous a été signalée par mademoiselle Colette Schwing de Paris. Voici ce fait divers. Nancy, 3 février. Victime de la trop vive imagination d'une dame qu'il ne connaissait absolument pas, un habitant de Pontarlier a mis 15 jours à se remettre d'une correction qu'il n'avait certes pas méritée. Madame Jeanne C., pour rendre son époux plus prévenant à son endroit, avait répandu le bruit qu'elle entretenait une liaison avec un monsieur fort bien, dont, en fait, elle avait relevé le nom et l'adresse au hasard dans le bottin. Une bonne amie de Madame C. s'empressa d'avertir le mari. Celui-ci demanda des explications à sa femme et lui dicta une lettre de rendez-vous qu'il fit parvenir au rival supposé. Fort intrigué, ce dernier arriva à l'heure fixée. Sa surprise fut à son comble lorsque Monsieur C. bondit d'une cachette et, sans mot dire, le rossa d'importance. Monsieur X a fort mal pris la chose, il a porté plainte contre le mari brutal. C'est Jacques-Daniel Normand qui a tiré pour vous de cet épisode comique de la vie conjugale l'histoire que vous allez entendre ce soir. Auteur dramatique, scénariste, metteur en scène, nous devons au talent de Jacques-Daniel Normand des films remarquables dont le succès fut très vif. Entre autres, je citerai Mamouret, 120 rue de la Gare, Monsieur Grégoire s'évade, L'Ange rouge, Son dernier Noël, L'aventure est au coin de la rue. Si j'arrête là ce palmarès, c'est à cause d'une amusante similitude de titre. En effet, la comédie que nous allons vous présenter dans un instant a été intitulée par Jacques-Daniel Normand « L'aventure est au bout du fil ».
Après, l'aventure est au coin de la rue, que vous avez vu sans doute à l'écran. Voici donc, chers auditeurs, à domicile cette fois, l'aventure est au bout du fil. Rosie Vart, Jacqueline Rivière, Pierre Trabeau et Jacques Morel dans L'aventure est au bout du fil, une nouvelle radiophonique de Jacques Daniel Normand. Madame la concierge, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur Jacques Dubois, ingénieur. 3e étage, 4e porte gauche. Passez par le service. Vous venez pour lui couper son téléphone. Ah, on ne peut rien vous cacher. Comment qu'il est le gars? Pas trop nerveux? Ah, il est saisi et expulsé. Oh, vous pouvez y aller. Il est plutôt à plat, le beau jeune homme. Eh ben, il n'est pas dans vos petits papiers, dites donc. Bah, pour cause. 3 termes de retard. En guise d'étrennes, il m'a refilé sa boîte à compas. Pourquoi faire? Ah, je sais pas, des ronds qui m'a dit. Il est frappé, le frère. Sonnez 4 coups, c'est un signal secret. Ah bon? Voilà. C'est toi, Roland? C'est des PTT. Je viens pour l'appareil de téléphone. Ben, entrez, suivez-moi. Tenez, il est là. Sur la caisse de livres. Je viens vous l'enlever. Oh, ce sera vite fait, hein. 2 grosses vis, le boîtier, 3 autres petites. Mais ma ligne n'est pas coupée. Ah si. C'est-à-dire qu'on peut encore vous appeler, mais vous ne pouvez pas vous en servir pour obtenir une communication. C'est curieux, ça. Oh, ben c'est un nouveau truc du ministre actuel. Un petit malin, hein. Vous ne payez pas, vous n'êtes pas intéressant, alors quick, on vous coupe l'appel. Mais ceux qui vous demandent, ils paient. Compris? Ah, magnifique, mais alors laissez-moi l'appareil pour équilibrer le budget des PTT, je suis très demandé. Oh, impossible. On sait que vous pouvez déménager à la cloche. Oui, on a reçu une lettre anonyme de votre concierge. Tenez, qu'est-ce que je vous disais? Une communication pour votre ministre. Ben allez-y, hein, c'est la dernière. Vous êtes bien bon. Allô? Allô? Ici Irène. C'est vous, mon chéri? Bien sûr, c'est moi Irène adorée. J'ai pu me rendre libre. Nous nous verrons à 3h à l'entrée du métro, place de l'Alma. Entendu, chéri? Entendez, mon amour, à 3 heures? Il s'est coupé. Eh ben, c'était-moi une pour votre rencard. Bah, vous pouvez le dire. Bah, tenez, prenez ça et allez-y. 100 balles? Oh, mince alors. Ah ben, c'est bien la première fois qu'on me file un pourboire quand j'enlève un bigophone. Bah, vous pouvez pas comprendre. Je viens de recevoir une communication du destin. Une voix charmante et inconnue me donne un rendez-vous d'amour. Inconnu, oh, vous rigolez. Non, mais pas du tout. Une voix tout ce qu'il y a d'inconnu. Tenez, cette Irène qui vient de m'appeler, je la connais ni d'Ève ni d'Adam, je l'ai jamais vue. Mais je vais la voir dans un moment, à 3h à l'entrée du métro, place de l'Alma. Alors vous comprenez, voilà un coup de téléphone qui change la teinte de mon horizon. Ainsi, je garderai de cet appareil un excellent souvenir. Ça vaut bien 100 francs. Et félicitez de ma part votre ministre. Hein. Oh, c'est peut-être plus le même, hein. J'ai quitté le bureau à 8h ce matin. Eh ben là, c'est fait. Ah, au revoir, monsieur. Au revoir. Vous dérangez pas, hein, je connais le chemin. Et merci. Ah non, c'est moi qui vous remercie. Irène. 3h. Il n'est que midi. C'est long, la vie. Non, monsieur l'inspecteur, sa vie n'est plus en danger. Mais nous avons des ordres. D'ailleurs, voici le docteur Mourier. Messieurs. Inspecteur principal Jules Pillot de la police judiciaire. Mon adjoint, l'inspecteur Jaillet. Monsieur. Docteur, nous venons pour le blessé de la place de l'Alma, monsieur Jacques Dubois. Nous voudrions l'interroger. Ah, impossible en ce moment, inspecteur. La balle n'a fait que traverser en dessous de l'épaule gauche sans faire de dégâts, mais le blessé a perdu beaucoup de sang. Nous avons dû lui faire une transfusion. Revenez demain. Oui, mais c'est que l'on voudrait bien savoir à la grande maison. Savoir quoi? Vous tenez son agresseur. Il n'est pas blessé, lui. Faites-le parler. Si vous croyez que c'est facile.
Il déclare ne pas connaître sa victime et, d'après notre première enquête, c'est un vraisemblance paraît vraisemblable. D'ailleurs, vous le connaissez, l'agresseur. Lucien Ponsard, le gros industriel. Qui vous fait dire Que vous le connaissez. Et c'est lui-même qui a demandé, après son arrestation, que sa victime, le jeune ingénieur, soit amené ici et confié à vos bons soins. Et à ses frais. Alors, admettez que c'est monsieur Ponsard qui connaît ma clinique de réputation. Et vous, docteur, vous ne connaissez pas la sienne de réputation? Si, excellente. Mais vous pouvez avoir là-dessus la même opinion que moi-même. Vous avez fait votre enquête, je suppose. Elle ne mène à rien, mon enquête. Et vous pourriez m'aider un peu, docteur. Je ne vois pas comment. Enfin, le gars. Enfin, Jacques Dubois. Vous l'avez endormi. Il a peut-être parlé pendant l'opération. Ne confondez pas le cyclopropane avec le sérum de vérité. Et puis, ce sorte de confidences ne font pas partie de notre métier. Bonsoir, messieurs. Passez demain. Le blessé sera peut-être en état d'être interrogé, mais 5 minutes, pas plus. Mademoiselle Sophie, voulez-vous venir? T'as entendu, Jaillet? Tous les mêmes. On a besoin de la police, mais quand il s'agit de l'aider, plus personne. Chef, il parlera, le jeune homme. T'en fais pas. Irène. Il est 3 heures. Je suis là. Irène. Je suis là. Il est 3 heures. Irène. Je ne suis pas Irène, mais Sophie, l'infirmière. Il n'est pas 3 heures, il est 9 heures du matin. Et vous allez prendre votre température. Mais c'est pas la peine, j'ai plus de fièvre. Vous avez le sommeil plutôt agité. Mais je rêvais, elle allait venir et vous m'avez réveillé. Et je vous ai peut-être évité un cauchemar. Alors soulevez-vous un peu. Alors. Là, je vais redresser vos oreillers. Là, voilà. Je verrai votre pansement tout à l'heure. On vous autorise des visites aujourd'hui. Non, encore la police. Et ils sont venus avant-hier, hier. Je n'ai rien à dire de plus, je ne sais rien. Je me promenais, j'ai reçu un choc. Je me suis réveillé ici. Probablement une balle perdue à un chasseur maladroit. Place de l'Alma, un chasseur? Et pourquoi pas? J'ai le droit aux journaux aujourd'hui? Oui, les voici. Merci. Votre avocat demande à vous voir. Mon avocat? Maître Roland Figues. J'ai pas d'avocat. Ah, c'est pas mon avocat, c'est mon frère de lait. Bon, bah, faites-le entrer, mais 5 minutes seulement, hein, il est casse-pied. Voyons les journaux. Le drame mystérieux de la place de l'Alma. Le jeune ingénieur blessé grièvement par l'industriel de Neuilly se refuse à toute déclaration. De son côté, Lucien Ponsard prétend ne pas connaître sa victime. L'enquête policière démontre que la jeune femme de l'industriel ignorait l'existence même du jeune homme, ce qui écarte définitivement l'hypothèse d'un drame passionnel. Et pourtant, il vit, le bon jeune homme, petite madame. 5 minutes seulement. Je serai bref. Mon vieux Jacques. Mon jeune Roland. Ta mort sera vengée. Ouais, ma mort. Tu exagères un peu, une balle dans l'épaule, rien de sérieux. Non, dans 3 jours, je ferai le tour de ma chambre à cloche-pied. Et les complications? La gangrène? Un caillot de sang qui bouche une artère? L'embolie? L'hémorragie interne? Ah, on ne vit pas impunément avec une balle dans le corps. Mais elle a été extraite, la balle. Enfin, c'est-à-dire qu'on a fini par la retrouver dans la doublure de mon veston. Elle était sortie de l'autre côté. Et il en a eu du boulot, le docteur. Tiens, regarde là, la balle. Tu vois? On dirait qu'elle est neuve. Dommage que ce ne soit plus la mode des breloques. Allez, rends-la-moi, c'est un souvenir. Dis donc, dis-moi plutôt ce que tu me veux. Tiens, lis journal. Le titre de l'article, ça suffit. Montre. Encore des trusts. Un magnat de l'industrie lourde mitraille lâchement un jeune ingénieur sans travail et sans défense. Les idiots! Ah, tu vas voir cette campagne de presse. Je m'en charge. Parce que c'est toi qui es le responsable de cette ineptie. Mais de quel droit? Je suis ton frère de lait. Et nous allons nous porter partie civile au procès. Mais pourquoi? Je suis ton avocat. Et crois-moi, il sera salé, l'industriel cow-boy. La police n'a pu obtenir le moindre indice en ce qui concerne ta liaison coupable avec Irène Ponsard. Donc, pas l'excuse du crime passionnel. Et pour cause? Je ne connais pas Irène Ponsard. Hein? Oui. Car à ce propos, toi, l'Argus de la presse, tu n'as pas vu un portrait dans les journaux par hasard? Le mien? Non, pas encore. Non, pas le tien, celui d'Irène Ponsard. Je voudrais bien savoir à quoi elle ressemble, moi. Tu te fais ma tête? Mais pas du tout.
Je ne connais pas Irène Ponsard, je ne connais pas Lucien Ponsard, je ne porterai pas plainte. Pauvre idiot. Oui, maintenant retire-toi, hein. Je sens que ma fièvre monte. Et je te conseille d'arrêter tes collaborations stupides à la presse quotidienne. Ouh, sois tranquille, jeune crétin. Je commence à croire que c'est ton malheureux agresseur qui avait raison. Charmante nature. Mademoiselle Sophie, débarrassez-moi de ce tourmenteur. Oh, bon. Ah, ici, monsieur. Mais il n'est pas très content, votre avocat. Ça alors. Ah, vous avez une autre visite. Eh ben, si c'est la police, dites que je suis au sport d'hiver. Non, il s'agit d'une jolie dame. Irène? Elle n'a pas dit son nom. Elle est déjà venue hier, mais je lui ai dit que vous étiez accaparé par une autre dame exigeante. Qui? La fièvre. Bah, passez-moi mon peigne, soyez gentil. Voilà. Merci. Tenez-moi le miroir. Merci. Et plus droit, voyons. Je suis pas rasé de frais. Si elle ne vous embrasse pas, ça ira. Vous devriez quand même prendre votre température. C'est du sabotage? Non, pas du tout, mais vous êtes tellement agité. Mais vous êtes froide comme une application d'éther, vous ne pouvez pas comprendre. Allez, envoyez la belle dame. 5 minutes, Allez. pas plus. Ce sont les ordres du docteur. Entrez, madame. Irène. Excusez de l'audace de ma démarche. Vous ne me connaissez pas. Mais si. Bonjour, Irène. Vous n'êtes pas venue à 3 heures. Mais je ne suis pas Irène, et vous le savez bien. Qui êtes-vous, alors? Une amie qui vous veut du bien. Car hélas, je suis un peu à l'origine du drame. Du drame? N'exagérons rien. Oh, c'est juste, vous êtes blessé légèrement. Mais lui, Lucien, enfin, Monsieur Ponsard, est en prison. Sa situation risque d'être à jamais compromise. Ce qui lui arrive est épouvantable. Mais moi, madame? Ma blessure au cœur. Au cœur? Mais je croyais que c'était à l'épaule. La balle dans l'épaule, mais la femme dans le cœur. Oh, c'est très joli. Pourtant, je vous assure que Monsieur Ponsard changerait bien volontiers la paille de son cachot contre votre élite clinique et votre jolie infirmière. Aussi, soyez généreux, ne faites pas opposition à sa mise en liberté provisoire. Une fois qu'il sera libre, tout s'arrangera. Paris oublie vite. Soyez rassurés, ce coup de feu ne m'était pas destiné, pas plus que le coup de téléphone. Il s'agit d'une erreur aussi, je ne déposerai pas de plainte contre Monsieur Ponsard. Pourtant, ces articles venimeux dans les journaux... Mais je ne suis pour rien dans cette campagne stupide. Je vous crois. Merci, Irène. Oh non. Non, votre attitude est vraiment très chevaleresque. Et Lucien est lui-même très touché de votre silence et de votre discrétion vis-à-vis de la police. Ce n'est donc pas moi qui vous trahirai. Il convient en effet, pour éviter le scandale mondain, que vous continuiez de prétendre ne pas connaître la femme de l'homme qui a tiré sur vous. Mais vous savez très bien que je ne suis pas Irène. Mais qui êtes-vous, alors? Florence Ménard, l'amie de Lucien Ponsard. Tiens. Ce mari jaloux? Ne le jugez pas sévèrement. Oh, je m'en garderai bien. Il n'y a qu'à vous voir pour lui trouver des excuses, chère mademoiselle. Et les mêmes que je trouve à Irène depuis que je vous connais, cher monsieur. Au revoir, et merci encore. Et comptez sur la reconnaissance de Monsieur Ponsard. Je préfère compter sur celle d'Irène. Chut, gardons nos petits secrets. À bientôt. Ah, bon voilà. Bien sûr. Il faut bien refaire votre pansement. Elle est charmante, cette dame. Oui, mais ce n'est pas Irène. Oh, et tant mieux, je ne la vois pas comme ça, Irène. Je me la représente blonde, élancée, yeux... Oui. Comment, yeux houille? Mais non, bleu. Oh, mais allez-y doucement, voyons, jeune brute. Allô, oui, quoi? Qu'est-ce que c'est? Ici Jaillet, bonjour monsieur le principal. Mais t'as pas l'air de bonne humeur. Bonjour, Jaillet. Dites-moi, le dossier Ponsard-Dubois, qu'est-ce que j'en fais? Affaire classée. Classé? Eh oui. Non seulement la victime n'a pas voulu porter plainte, ce qui a permis la mise en liberté provisoire de l'inculpé, mais il a fait mieux, le bon petit jeune homme. Restait l'article 2046, qui dit que la renonciation civile ne peut ni arrêter ni suspendre l'action publique. Alors, il a reconnu avoir menacé de mort l'industriel et a prétendu que celui-ci pouvait se croire en cas de légitime défense. Résultat, le juge a ordonné le non-lieu. Il ne reste plus que le procès de principe pour port d'armes prohibées. Tu comprends quelque chose à cette histoire? Rien. D'autant plus que l'industriel généreux a décidé d'héberger chez lui à Neuilly sa victime.
et lui a promis de lui procurer une situation lucrative dans une de ses usines. Ah, c'est louche tout de même ce micmac. Cherchons la femme. Mais non, mon vieux Jaillet, mais non. Si Lucien Ponsard a tiré sur l'amant de sa femme, et si cet amant est Jacques Dubois, c'est qu'il est jaloux. Mais s'il est jaloux, pourquoi le recueillerait-il chez lui après l'avoir descendu? Non, non, pas d'erreur à faire classer. Parle-moi plutôt du hold-up de Nanterre. On a cravaté le garagiste qui a maquillé l'attraction. Il va se mettre à table, c'est du tout cuit. Il mijote à côté, chez les jarres. Ok, mais ça c'est du boulot pour nous, tu comprends? C'est trop compliqué les histoires de gens du monde. Que faites-vous, Germain? Je porte les bagages de madame dans la voiture, monsieur. D'ailleurs, voici madame. Laissez-nous, Germain. Vous sortez, Irène? Je ne sors pas, mon cher Lucien, je pars. Je quitte le domicile conjugal. Je vais en Bretagne chez ma grand-mère, enfin, jusqu'à nouvel ordre. Mais pourquoi? Parce que vous avez décidé d'héberger sous notre toit monsieur Jacques Dubois, mon amant, et que je trouve ça incorrect. Mais d'abord, il n'est pas votre amant. Première nouvelle. Alors, si ce n'est pas mon amant, pourquoi l'avoir revolverisé? Par erreur, je le reconnais. Enfin, vous me l'aviez dit. Mais je n'ai jamais dit que ce monsieur était mon amant. Vous lui avez téléphoné devant moi. Alors, vous êtes d'accord, c'est mon amant? Mais non, 1000 fois non, j'ai pu croire après ce coup de téléphone. Mais quoi, ce coup de téléphone? Pour me venger de votre liaison avec cette petite pas grand-chose de Florence Ménard et dans un moment d'exaspération légitime, je vous ai dit que j'avais un amant. Vous m'avez défié du contraire. J'ai décroché le téléphone, j'ai composé sur le cadran un numéro quelconque, un monsieur quelconque m'a répondu au bout du fil et je lui ai dit « C'est vous mon cher ?» Chérie, vous avez dit chérie. Oh, à une lettre près, je ne chicane pas. Je lui ai fixé un rendez-vous quelconque. Et cet individu a eu l'audace de s'y rendre. Se figurant que les femmes du monde donnent des rendez-vous d'amour sur les bouches de chaleur du métro. Et c'est lui que vous prétendez m'imposer, ici. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai des remords. J'essaye de réparer mes torts, moi. Il est d'ailleurs intelligent, bien élevé. C'est un garçon d'avenir. Ma parole, vous me faites l'article. Enfin, il a été très chic avec moi. Entrez. Qu'est-ce que c'est, Germain? Que madame et monsieur m'excusent, le tailleur de monsieur fait dire à monsieur que le costume de monsieur Dubois sera livré ici dans une demi-heure. Oui, merci, Germain. Laissez-nous. Vous lui payez des costumes, maintenant. C'est un comble. En somme, vous l'entretenez complètement, ce petit jeune homme. Je ne sais que penser de vous, mon ami. C'est pourtant bien simple. Jacques, monsieur Dubois n'est pas riche. Il n'avait qu'un costume, celui de l'accident, alors... Alors, une balle de revolver, même de 6,35, ça fait un trou dans le vêtement. Il y a même 2 trous, la balle est ressortie. Je veux pas qu'il se promène ici avec ses trous, enfin... Moi, ça me donne un choc, j'ai du cœur et... Il fallait donner son vêtement à stopper. Mais on pense pas à tout. Eh bien... Au revoir, Lucien. Irène, écoutez-moi, effaçons tout, je liquide Florence. Je croyais que c'était fait. Je liquide définitivement Florence. Je place le petit ingénieur à l'usine de Melun où vous ne mettez jamais les pieds. Je prends un congé et nous partons tous les deux en voyage. Tout ça? Aujourd'hui même? Laissez-moi quelques jours. Il faut que je passe en correctionnel pour port d'armes prohibé. Est-ce utile? Ah ben, on ne me demande pas mon avis. Eh bien, quand vous aurez fait place nette, plus de jeune homme, plus de Florence, vous me préviendrez. Ah, j'emmène Rosette, la camériste. Vous n'en avez pas besoin ici. Jean me conduit chez Madame de Sivrins avec la Cadillac. La voiture sera de retour demain matin. Au revoir, mon ami. Et prenez votre bromure, vous savez ce que le docteur vous a dit? Irène! Oh non, 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 je vous en prie, ne soyez pas ridicule par-dessus le marché. Bon Dieu de toi. Tout ça à cause de ce petit salaud. Ça y est, j'ai la migraine. Allô? Jasmin 16-17? Passez-moi, mademoiselle. Oui, c'est monsieur. Allô, c'est toi, Flo-Flo? C'est toi, Biquet? Oui, c'est moi, Biquet, comme tu dis. Ben, c'est raté, ton truc, elle est partie. Elle peut pas le voir, ni le sentir. En penses-tu comédie? Tu crois? En attendant, elle est riche, ton idée, ma femme est partie. En pleurant un peu? Ma femme est partie et j'ai le gars sur les bras. L'expérience est ratée, la confrontation n'aura pas lieu et je continuerai à vivre avec ce doute, l'affreux doute, l'abominable doute. Oh, affreux, tu exagères. Ah, il va pas traîner ici, le petit voyou, hein? Oh là, t'es un peu muf, Biquet. C'est ça, défends-le! Ce mal élevé qui croit que les femmes du monde donnent des rendez-vous d'amour sur les bouches de chaleur du métro. Ah, où ça, alors? J'en sais rien, moi. Je te prie de ne pas être insolente. Oh, et puis tu me barbes avec tes histoires de ménage. Allô? Allô? Elle a raccroché. Ah, c'est vous, monsieur Dubois. Vous êtes là depuis... Non, rassurez-vous, j'arrive. Bonjour, monsieur Ponsard.
Et dites, vous avez une mine de papier mâché? La santé vous inquiète? Autant que la mienne a pu vous donner du souci. Eh ben, parlons plus de ça, voulez-vous. Puis en attendant votre costume neuf qui va arriver d'une minute à l'autre, puis-je vous demander de dissimuler avec votre avant-bras cette marque, enfin ce trou. Ah, je veux bien, mais vous savez, ce n'est pas commode. Rien n'est commode, ma femme est partie. Quand ça? Il y a 5 minutes avec la voiture. Ah, c'était... Beau châssis. Oh, bah dites donc, vous gênez pas. Non, je parle de la voiture. Non, je n'ai pas pu apercevoir Madame Ponsard. D'ailleurs, ici, pas de photo dans les cadres, le blackout sur Madame Ponsard. C'est elle qui a retiré ses portraits. Elle est partie parce qu'elle ne veut pas vous connaître, elle ne veut pas que vous la connaissiez. Et pure coquetterie. Elle a la crainte de me décevoir. Que pensez-vous? Elle peut pas vous souffrir. Elle vous trouve idiot et c'est pour ça qu'elle retourne chez sa grand-mère. Elle me trouve idiot. Vous voyez bien qu'elle ne me connaît pas. Et comment le savoir maintenant? Plaît-il? Comment savoir si vous pouviez lui plaire? Vous avez fait de la boxe, vous? Non, du ping-pong seulement. Pourquoi? Quand après le coup de téléphone, enfin le rendez-vous de l'allumage, j'ai dit que j'allais vous casser la gueule, Irène m'a dit, prends garde, c'est un champion de boxe. C'est pourquoi j'ai pris mon revolver. À quoi ça tient la vie? Un tas de mensonges. Tout le monde sait ça. Ça serait à refaire maintenant? Ah bah vous parlez, j'ai fait de la boxe française et du bâton, alors faudrait pas crâner. Ah, je ne crâne pas, mais j'ajoute que je pratique un peu de judo. Ah oui? Oui. Oui, en tous les cas, inutile de raconter partout ce que vous avez dit au juge d'instruction, que vous m'avez menacé et que j'ai eu peur de vous. Ah non, d'accord, mais moi j'ai dit ça pour vous sortir du pétrin. Eh ben c'est fait, voilà. Je vous en suis infiniment reconnaissant. Oui, entrez, Germain. Voilà, Germain va vous indiquer votre chambre. Je m'excuse, j'ai un conseil d'administration. À ce soir, monsieur, vous êtes ici chez vous. Je vous remercie, monsieur. C'est vous, Germain? Pour vous servir, monsieur. Bon alors, commençons immédiatement. 1000 francs si vous me procurez un portrait de Madame Ponsard. Une photo récente, bien entendu. Je n'ai pas l'argent sur moi, mais... Je fais confiance à monsieur. Je sais que monsieur est un homme d'honneur. Monsieur a toute la sympathie de l'office. Merci, Germain, ça fait plaisir. Alors, je ne suis pas un petit voyou et un mal élevé. Oh, monsieur... Bonsoir, maître. Bonsoir, Germain. Monsieur Ponsard m'a donné rendez-vous. Je vais vous annoncer, maître. Monsieur vous attend. Bien. Entrez. Qu'y a-t-il, Germain? Maître Henri Martel. Qu'il entre. Merci, Germain. Bonsoir, Henri. Bonsoir, Lucien. Il m'a demandé de venir à 10h du soir, me voilà. Qu'y a-t-il de grave? Voilà, ainsi que tu le sais, Irène est retournée chez sa grand-mère, mettant comme condition à son retour l'éloignement de Jacques Dubois et ma rupture avec Florence. C'est fait, j'ai télégraphié à Irène ceci. Place nette, pouvez revenir, tendresse distinguée. Elle m'a répondu ça, tu peux lire. Voyons. Pas confiance, demande à notre ami Henri. Vérification, modification, situation. Distinguer tendresse, Irène. Alors? Eh ben alors, je compte sur toi. Je suis ton avocat, mais... Aussi votre ami à Irène et à toi, je ne veux pas l'induire en erreur. Je dis la vérité, j'ai surpris Florence en train d'embrasser Jacques. Et je dois dire qu'honnêtement, Jacques se défendait. Il disait non, laissez-moi, j'aime Irène. Ah oui, mais non, mais rassure-toi, il n'est rien pour Irène. J'ai surpris toute la conversation. Il ne connaît pas Irène. Il avait fait chipper une photo d'Irène par Germain pour la connaître, et c'est Germain qui me l'a dit. J'ai repris la photo qu'il cachait dans sa commode. Amour de collégien, c'est pas grave. Oui. Enfin, j'ai rompu avec Florence. Elle prétend avoir voulu tirer les verres du nez de Jacques en l'embrassant sur la bouche. Lui faire avouer qu'il était bien l'amant d'Irène. Enfin, tu vois le procédé. J'ai donc rompu avec Florence et j'ai envoyé le jeune homme qui devenait encombrant dans le Midi, sous prétexte d'une mission auprès de mes fournisseurs de sable de fonderie. Il doit me téléphoner d'Île-sur-Sorgue d'une minute à l'autre. Je veux que tu assistes à cette communication. Quand Jacques Dubois reviendra, sa mission ratée bien sûr, je me débarrasserai de lui définitivement. Voilà. Alors tu peux donc télégraphier demain à Irène en lui disant qu'elle peut revenir. Place nette. Mais, et ton doute? Ton affreux doute, là. Jacques Dubois était-il l'amant de ma femme, hein? Mais plus de doute, il ne l'était pas. J'ai affaire à un rêveur, à un gobelin, et je comprends le mépris d'Irène à son égard. Oui. Quel petit crétin. C'est lui, prends l'écouteur. Oui. Allô? Allô, Maillot 99 de fois? Oui? On vous parle d'Aix-en-Provence. Allô, Aix? Vous avez Paris? Allô? Hôtel du Roi d'Orange? Maillot 99 de fois l'appareil. Parlez. Qu'est-ce qu'il faut avec Aix-en-Provence? Allô? Lucien? Allô, Jacques? Bonsoir. Ah, je ne suis pas à Île-sur-Sorgue, mais ici à Aix-en-Provence depuis Ouais. hier matin. Oh, une indisposition passagère, rassurez-vous, je suis bien soigné. C'est pas grave. Non, évidemment, si je claquais des suites de ma blessure,
Cela n'arrangerait pas vos affaires, hein? Non, non, dès que j'arriverai à Île-sur-Sorgue, je vous téléphonerai. Prenez votre temps. Ah, je serai encore là demain, hôtel du Roi d'Orange, appartement 17. Non, mais je vous le répète, une indisposition très passagère. Bonne nuit. Et vous aussi. C'est moi l'indisposition passagère? Merci. Tu es fâchée, Irène, mon amour? Mais non, pas Irène. Rappelle-toi nos conventions. Pas Irène, mais Claire. Bon, si tu veux. Ah, quelle journée. Tu m'as traîné chez 5 joailliers à Marseille. J'aime les bijoux. Tu n'as rien acheté. J'aime les choisir. Si j'ai bien compris ce que tu disais au téléphone à Lucien Ponsard, tu devais descendre en Avignon pour te rendre à l'Île-sur-Sorgue? Exactement. Et alors, tu ne m'as pas rencontré par hasard? Non. Tu m'avais suivi? Évidemment. Mais... J'allais descendre en Avignon, j'allais donner mon billet au portillon. Je t'ai vu en train d'acheter des revues au kiosque et journaux. Alors, aussitôt, mon sang n'a fait qu'un tour, je t'ai tout de suite reconnu, bien sûr. J'ai pas pu consulter ta photo, on me l'a chippée dans le tiroir de ma commode. Mais c'était toi, enfin, toi! Alors, comme tu es remonté dans le train, moi aussi, décidé à te suivre au bout du monde. Heureusement, je descendais à Aix. Bon, quand je pense à la façon dont tu m'as abordé hier au bar de l'hôtel. Bonjour Irène, je suis Jacques Dubois. Eh bien. Oh, le procédé est un peu trop classique, le coup de la ressemblance. Un peu naïf, tu trouves pas? D'ailleurs, cette naïveté n'était pas pour me déplaire. Hein? Oui, je sais, vous m'avez toujours trouvé stupide. Non, mon chéri. Puis d'abord, pourquoi toujours? Nous ne nous connaissons que depuis hier. Je vous trouve un peu entêté. Charmant cavalier tout de même, d'allure agréable. On ne se dit plus tu. C'est toi qui as commencé. Puis, tu me plais. Irène. Zut! Oh, je ne suis pas Irène, je m'appelle Claire. Ne recommence pas. Bon, si vous voulez, si tu veux. Bon, en tout cas, tu peux compter sur ma discrétion, personne ne saura rien. Bah, je n'ai rien à cacher. Serre le champagne, j'ai soif. Pardon, excuse-moi. Tu es émotif. Oh, c'est idiot. C'est depuis le coup de revolver, tu sais bien. Oh, c'est bête. Oh, bah j'ai compris, moi, je pourrais plus aller à la chasse. Ouais, mais je comprends pas. Quel coup de revolver? Oh, bah écoute, tu es encore plus entêté que moi, et ça, regarde. C'est pas vrai, peut-être? Cette cicatrice. Mais qu'est-ce que tu as depuis hier à me montrer cette marque de vaccin? Mal placée, d'ailleurs. De vaccin, par exemple. Allô? 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 Allô, oui? Passez-moi Madame Claire Dornay, s'il vous plaît, pour Monsieur Dutrive. Monsieur Dutrive, bien. Tiens, c'est pour toi. Merci. Allô? Allô? Dis donc, c'est fini de faire du charme, oui? Ah, il faut se tailler, hein, je monte te prendre dans 5 minutes. Je suis pas tellement pressée. Eh ben, ça brûle, idiote. Allez, termine vite ton numéro de striptease. Et file son somnifère au gigolo. Sans ça, il y aura du sport. 5 minutes, j'ai dit, hein, 5 minutes. Entendu, cher ami. C'est Monsieur Dutrive. Oui. Tu n'es pas jaloux? Non. Et donc, à propos, qui est ce Monsieur Dutrive que tu m'as présenté hier? Je trouve qu'il a une gueule de truand. C'est un diamantaire en gros d'Amsterdam. Un de tes fournisseurs? Ben voyons, chérie, je n'achète pas les diamants en gros. Mais il a une petite pièce à me montrer demain. Irène. Zut! Pas Irène, Claire. Où vas-tu? Prendre mon portefeuille dans la chambre, j'ai quelque chose à te montrer. Dépêche-toi. Que fais-tu? Je te sers encore un peu de champagne. Viens vite! Voilà. Tiens. Bois, mon chéri. Non, une minute. Lis d'abord cette coupure de journal-là. Donne. Un riche industriel tire sur un jeune ingénieur et le blesse grièvement. Aujourd'hui, à 15h20, à l'entrée du métro Pont de l'Alma, Monsieur Lucien P., l'industriel bien connu, a tiré une balle de revolver sur Monsieur Jacques Dubois, ingénieur, 24 ans. Monsieur Lucien P. déclare ne pas connaître sa victime et sa jeune femme, interrogée à son domicile de Neuilly, déclare ne rien connaître de cette affaire, ignorant même, paraît-il, l'existence du jeune homme. Eh ben, c'est moi, Jacques Dubois. Tiens, voilà mes papiers. Oh, tu sais les papiers. Continueras-tu à dire que tu n'es pas Irène Ponsard? Mais si, mon chéri, je suis Irène, bien sûr, là. Enfin! Oh tiens, buvons. Je ne peux pas t'appeler Claire, c'est plus fort que moi. Je m'en suis aperçue, chérie. Allez, buvons. Non, pas cette coupe. Bois celle-là. Je veux connaître tes pensées. À Irène et Jacques. À Irène et Jacques.
Viens t'asseoir près de moi, mon chéri. Voilà, Irène. Tiens. Tiens, regarde ça. Une balle de revolver? Oui. Celle que j'ai reçue pour toi, c'est mon porte-bonheur. Je te la donne. Non. Non, non, garde-le ton porte-bonheur, Jacques. Tu peux en avoir besoin. Est-ce que je pourrais t'embrasser comme ça si tu n'étais pas Irène? Bien sûr, mon amour. Elle a de la chance, Irène. Et Jacques? Buvons, j'ai soif. Dis donc, il a un drôle de goût, ce champagne. Il se fout de nous, le maître d'hôtel. Oh, tiens, je lui tirerai les oreilles demain. Henri Dutrive aussi. Tu l'aimes pas, Henri? Je le hais. Il faut lui dire. Il me tient, je peux pas. Tiens, un mot de toi et je lui casse le portrait, hein. Oh, mais qu'est-ce que j'ai, moi? Je peux pas me lever. C'est rien, c'est rien. Reste tranquille. Mais reste tranquille, là. Mets ta tête sur mon épaule. Oh, ben, Viens. ma parole, je suis noir, moi. C'est pourtant pas le moment d'être noir. Non, calme-toi, ça passera là doucement. Oh, c'est pas le moment. Car j'ai à te dire des choses difficiles. Enfin, à vous dire. Oh, tiens, ça me sera plus facile de dire vous. Oh, c'est curieux. Voilà. Dès mon retour à Paris, je chercherai une autre situation. Oui, il me déplairait de me trouver en présence de votre mari après ce qui s'est passé entre nous. Non, j'ai l'air cynique, comme ça, l'habitude d'être seul. Toujours seul. Enfin, il y a des jours où je m'amuse à me faire des blagues. Mais avec moi, vous ne risquez rien, Irène. Oui. S'il faut m'effacer, je m'effacerai. Après tout, peut-être vous avez voulu payer la dette de votre mari, et si ce n'est que ça, c'est encore pour moi magnifique. Je vous aime trop pour vous faire mal. Je sais, je ne suis qu'un petit bonhomme, sans le sou, qui ne doit sa situation présente qu'à une erreur dont je pourrais rire si, en prenant une balle dans la peau, je n'avais pris aussi une femme dans le cœur. Ça tourne. Là. Oh, je t'aime, Irène. Tu vas même dans mon sommeil. C'est idiot, mais je sens que je vais m'endormir. Oui, Oh non, il ne faut pas, non. Il ne faut pas. Non. La nuit est à... Je ne sais plus à qui elle est, la nuit. Je ne sais plus. Là. Oh, pauvre gosse. Adieu, Jacques. Oui. Bah, il est dans la vape, hein. C'est pas trop tôt. Allez, fissa, reste pas en déshabillé, mets ton tailleur. Pendant ce temps-là, je vais faire le ménage, mais à cause des empreintes. Dis donc, où sont les bijoux? Dans mon sac. Ah bah, la confiance règne. T'as toujours été régulière, ma petite Claire. Mais les pigeons trop tendres, c'est dangereux dans le boulot pour des filles comme toi. Eh ben, ça va, je me passe de ta morale, hein. Dis-moi plutôt ce qui chauffe. Ah, le bijoutier de la rue Saint-Féréol, celui de la bague, il a donné un signalement de toi assez précis, et du môme aussi. Heureusement, c'est ce qui trouble les poulets. Ils peuvent pas l'identifier, tandis que si ça avait été moi... Oh, merci, petit cave. Laisse-le tranquille, tu vas lui donner des cauchemars. Puis il fait un si joli rêve. Bon, t'as vu ça au cinéma, non? Quoi? Oh, une femme comme toi s'attendrir sur un petit cave? T'es grossier et stupide. Dis donc, au fait, où il est son lazingue, là, son crapaud à ton jeune premier? Laisse ce portefeuille. Ah, tu me chambres? Laisse! Je vole les bijoux, je fais pas les poches. Ah, tu manques de toc. Et toi de classe. Allez, filons. On passera par le garage, c'est plus prudent. La voiture est prête, on va à la pêche, en Auvergne. N'importe où, ce que je m'en fiche. Mais qu'est-ce que t'as? Prends ma valise, tu veux? Ah, pour qui tu me prends? Un peu de politesse, ça fait jamais de mal? Comme ça, on t'en remarquera moins si on rencontre quelqu'un. Déjà que t'as un physique de faisan. De faisan? De faisan, je le répète. C'est gênant pour ce que tu fais. Ah, tout le monde peut pas avoir une gueule d'enfant de cœur, là, comme ton andouille. Oui, mais son physique nous aura servi à quelque chose, tu le reconnais toi-même. Lui, au moins, il pouvait inspirer confiance au bijoutier de Marseille et il était pas repéré. C'est grâce à lui que j'ai pu faucher les diamants sans qu'il s'en doute. Ouais, tu vas peut-être lui filer une récompense, un bouquet, non? Ouais, bah rassure-toi, c'est fait. À propos, pourquoi il t'appelait toujours Irène? Oh, c'est simple. Il m'a pris pour la femme qu'il aime. Bon. Une femme qu'il aime, mais qu'il a jamais vue qu'en photo. Irène. T'entends? Ça y est, il remet ça. Laisse.
Laisse. Il est encore dans son rêve. Vous avez vu cette affaire dans le journal, c'est fantastique. On arrête à Aix-en-Provence 2 voleurs internationaux de bijoux et leurs complices, un jeune ingénieur parisien, Jacques Dubois. Hein, c'est insensé. Garçon à qui j'avais mis toute ma confiance, se faire arrêter comme complice de voleurs internationaux. J'aurais dû me méfier, il avait volé ta photo, Irène. Ah oui? Oui. C'est curieux. Mais est-il vraiment coupable, ce jeune homme? Il déclare avoir rencontré cette Claire Dornay par hasard. Ça n'explique pas pourquoi il l'a accompagné partout dans les vols. Il refuse de donner une seule raison valable de cet envoûtement. C'est bizarre, mais regardez d'enfant ce soir la photo de cette aventurière. On dirait bien Irène. Oh, merci. Ah, oh, non, bon. Il y a un faux air de ressemblance, tout au plus. Bon, en tout cas, il faut que Lucien sorte ce garçon de là, qu'il lui paie un bon avocat. Moi, par exemple. Ah, moi, je veux pas me mêler de ça, hein. Mais pourtant, tu me disais l'autre jour qu'il te serait précieux à l'usine de Melun. Je n'engage pas les repris de justice. Il faudrait peut-être que j'aille le voir en prison, que je lui porte des paquets, non? Pourquoi pas? Oh, allons. Il n'y a pas longtemps, tu y étais aussi en prison. On peut lui faire obtenir sa liberté provisoire. Maître Marteuil offrira une caution. Pas besoin de dire que c'est nous qui payons. Ouais. Bon, je cède. C'est bien pour toi. En attendant, je vais à mon conseil d'administration. Avec ces sacrés conseils d'administration, on n'a pas le temps de travailler. Là. Alors, je vous laisse, hein? Oui. Ah, je le connais, son conseil d'administration. C'est toujours Florence. Oh, voyons, Irène, tu crois... Alors, vous ferez le nécessaire pour ce jeune homme, vous me le promettez? D'accord. Merci. Montrez-moi ce journal. Mais c'est vrai, vous aviez raison. Elle me ressemble, cette femme-là. Mais pas de doute, elle me ressemble. Et il avait volé ma photographie. Et c'est parce qu'il avait ma photo et que cette femme me ressemble, c'est pour cela que... Comme c'est curieux. Je voudrais connaître ce jeune homme. Après tout, ce qui lui arrive, c'est ma faute. Si je ne lui avais pas donné ce coup de téléphone, ce rendez-vous absurde place de l'Alma, j'ai des remords. Oui. J'aimerais bien le connaître, ce garçon. L'aventure est au bout du fil. Nouvelle radiophonique de Jacques Daniel Normand était interprétée par Pierre Trabeau dans le rôle de Jacques Dubois, Rosie Wart dans le rôle de Claire Dornay et Jacqueline Rivière dans le rôle d'Irène Ponsard, avec Nicole Verville, Lolé Bellon, Becky Rosanès, Evelyne Langeais, Guy Decomble, Jean Bollot, Valé Valdy, Lucien Plessis, Nicolas Amato, André Vasselet et Jacques Morel dans le rôle de Lucien Ponsard. Prise de son Jean Godet, opérateur Charles Marié. Petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure. Les livres lus par Germaine Beaumont. Pour fêter le mois de mai, voici, dans des genres très différents, 2 très bons romans. Le premier, et certainement le plus important, est de Michael Gilbert, dont j'ai déjà signalé ici à 2 reprises les remarquables débuts dans le roman policier. Michael Gilbert est en effet l'auteur d'un roman sur le marché noir intitulé « La crainte d'un faux pas » et d'un roman sur un camp de prisonniers anglais en Italie intitulé « Un mort dans le tunnel ». Cette fois-ci, avec « Affaire Smallbone », il nous introduit dans une étude d'avoué à Londres. En principe, on ne s'imagine pas du tout qu'une étude d'avoué à Londres ou ailleurs soit l'endroit idéal pour insérer un citoyen au préalable replié sur lui-même dans un coffre affecté à des dossiers avant de ranger le tout en lieu sûr.
Et cependant, c'est ce qui arrive dans cette impeccable étude, et c'est surtout ce qui arrive à M. Smallbone, collectionneur de poteries relativement étrusques, mais surtout associé dans la gérance d'un fonds de bienfaisance. Qui a bien pu insérer M. Smallbone dans le moins prévu des tombeaux? Mais d'abord, pourquoi avoir si cruellement assassiné un innocent amateur de potiches? Car la police qu'il a bien fallu appeler pour constater l'étrange découverte découvre aussi que M. Smallbone est passé de vie à trépas du fait que quelqu'un lui a trop étroitement noué autour du cou un cordon de store. L'étude occupe naturellement un grand nombre de personnes, c'est-à-dire un grand nombre de suspects. D'abord les associés de l'avoué qui vient de mourir de sa belle mort en laissant l'étude à son fils, ensuite le fils, ensuite les titulaires des différents services de l'étude, ensuite les demoiselles secrétaires, toutes fort distinguées, et dont l'une est exceptionnellement jolie. Mais c'est une nouvelle recrue de l'étude, personnage très mystérieux et de ce fait encore plus suspect que les autres, bien qu'il n'ait pour autant qu'on sache jamais connu M. Smallbone, qui va découvrir avec une astuce diabolique le secret de l'énigme, non sans qu'une des secrétaires de l'étude passe par le cordon de store, elle aussi. Mais en sus de ce suspense, si je puis m'exprimer ainsi sans bafouiller, le livre a d'autres titres à notre attention. Premièrement, c'est un véritable roman que l'éditeur René Julliard n'a pas eu la fâcheuse idée d'amputer. Ensuite, c'est un excellent documentaire d'un des aspects de la vie anglaise. Et enfin, il est écrit avec cet humour intelligent et sec qui est un des meilleurs traits du style anglais. J'ajoute que la traduction est excellente. Je puis mentionner toutefois, après tant d'éloges, que le dernier roman de Day Keane dans la série noire Gallimard, et qui a pour titre « Vive le marié », est aussi, dans un genre très différent, un fort bon roman. Qu'on ne se fie point d'ailleurs à la gaieté de son titre, car c'est une aventure fort noire que celle de cet avocat marron qui, après avoir tué sa femme, s'est métamorphosé en clochard pour échapper aux poursuites de la police. Or, dans un asile de nuit, où il échoue à Chicago, il rencontre une dame d'œuvre dont le comportement est assez curieux. En effet, elle embauche le pseudo-clochard pour en faire d'abord son chauffeur et ensuite, dans un délai très bref, son époux. Et comme un assassin en fuite n'a pas le droit de se poser beaucoup de questions, l'étrange idylle se déroule dans une atmosphère de cauchemar avant de se terminer par un brillant coup de théâtre. Day Keane est décidément un romancier qui se renouvelle et qu'il faut suivre attentivement. Les spectacles vus par Roger Régent. Le sel de la terre est un film curieux, insolite, attachant, un peu ennuyeux aussi parfois par des longueurs et une sorte de piétinement et de monotonie dans les caractères. Mais il fait en ce moment courir tout Paris et c'est bien réconfortant, il n'y a pas que la série noire. Le sel de la terre a été réalisé par deux Américains, messieurs Biberman et Wilson, qui ont opéré en franc-tireur. Le film est en effet très anticonformiste et dénonce des abus sur le plan social et racial qui ont provoqué aux États-Unis certains remous. Mais la critique américaine fut très élogieuse. Le sel de la terre, c'est l'histoire d'une grève dans une mine de zinc à la frontière américano-mexicaine. Comme toujours dans ces sortes de films, les personnages sont stéréotypés, les bons étant tous d'un côté, les méchants tous de l'autre. Mais cette convention, une fois admise, il y a dans ces images très faits divers une sobriété, une sincérité et un élan généreux qui nous touchent. La plupart des interprètes sont des amateurs. Pourtant, la vedette féminine, Rosaura Revueltes, est une comédienne professionnelle et elle est admirable. Le cinéma n'étant pas très riche ces derniers jours, je ne vois vraiment rien à vous dire du bouclier du crime, par exemple, une banale histoire policière où l'on retrouve exactement le même sujet que dans ce drame récent du Plomb pour l'inspecteur, ni du Port du désir, où l'on retrouve un Jean Gabin de série, ni d'Oasis, un vrai désert. Je voudrais vous conseiller vivement d'aller voir une pièce que l'on vient de créer au Théâtre des Mathurins pour le meilleur et pour le pire. C'est l'adaptation française par Constance Collin d'une pièce américaine de Clifford Odets intitulée Country Girl. Cette pièce, justement, qui a été portée au cinéma par Hollywood. Et c'est ce film envoyé au Festival de Cannes pour représenter la production américaine qui a permis à Grace Kelly de remporter il y a un mois l'Oscar de la meilleure interprétation.
La traduction de Madame Constance Colline est bonne, mais à la vérité, le sujet de Country Girl est beaucoup plus un sujet de roman, ou même de film, qu'un sujet de pièce. Le propos de l'auteur est en effet l'étude profonde de deux caractères, un homme, acteur naguère célèbre et démonétisé, et sa femme, la country girl, la fille de la campagne. Or, l'étude profonde des caractères, c'est beaucoup plus l'affaire du romancier que de l'auteur dramatique. Au théâtre, on n'a pas toujours le temps d'aller au fond des choses, de créer cette atmosphère de psychologie. Bien sûr, il y a des exemples, et même sans remonter jusqu'à Molière ou à Beaumarchais. Mais dans le théâtre moderne, avec son rythme, son langage et sa mise en scène, c'est beaucoup plus difficile. Pour le meilleur et pour le pire est une bonne pièce, sans plus. Mais ce qui lui donne un relief et un accent extraordinaire, c'est la mise en scène et l'interprétation de Raymond Rouleau. Il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire sur l'influence du cinéma dans ce spectacle. Sur la scène des Mathurins, Rouleau a réalisé des fondus enchaînés, et même des gros plans en éclairant deux personnages avec des projecteurs au milieu d'un décor entièrement noir. Tout cela, c'est de la technique cinématographique. Et, employée avec autant d'intelligence, elle fait merveille au théâtre. On en arrive même à ce résultat surprenant, c'est que les meilleurs effets, et qui portent le plus, sont des effets de silence ou de musique de scène. N'est-ce pas un comble pour du théâtre? Dans quelques jours, nous comparerons pour le meilleur et pour le pire avec le film. En attendant, allez voir l'excellent travail de Rouleau. La radiodiffusion française vous a présenté Faits divers, une émission de Pierre Véry et Maurice Renaud. Vous avez pu entendre ce soir L'aventure est au bout du fil, une nouvelle radiophonique de Jacques-Daniel Normand. Et le petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Assistant Jean Garetto. Réalisation Pierre Billard. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 3 mai 1955. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.